Et à tous et bienvenue. Je suis Marc-Emmanuel Mellet, responsable du pôle Internet chez Novagraph. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, Novagraph, c'est un cabinet de conseil de premier plan en propriété intellectuelle. Notre mission est d'accompagner les entreprises dans la protection, la gestion et la valorisation de leurs actifs immatériels, des marques au brevet, en passant par les dessins et modèles. Au nom de toute l'équipe, merci de nous rejoindre aujourd'hui. Je suis ravi de co-animer cette session avec ma collègue Élie. Bonjour à tous, je suis Elie Velissaropoulos, conseiller en propriété industrielle et responsable du pôle de surveillance douanière au sein du cabinet Novagraph France. Aujourd'hui, nous inaugurons une trilogie de webinaires avec une lecture sectorielle de la contrefaçon. Nous commençons par le sport, donc un domaine unique qui, par son audience mondiale, devient malheureusement une plateforme de choix pour les contrefacteurs. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques propos liminaires. Tout d'abord, un point de cadrage important. Notre focus portera aujourd'hui sur la contrefaçon de produits, maillots, équipements et produits dérivés. Nous laissons volontairement de côté les questions de retransmission illégale, sujet majeur mais distinct qui relève surtout du droit d'auteur et de la diffusion. Nous laisserons également de côté tout ce qui touche à la communication autour des événements sportifs. Ensuite, un autre point important, ce webinaire sera présenté en français, sous-titré en anglais, avec un support en anglais. Mmh. Et nos prochains thèmes seront d'ailleurs la mode et l'alcool, mais revenons-en à notre thème du jour, le sport. Quand nous parlons de sport dans notre domaine, nous notons un phénomène particulier qui est celui de la temporalité de la contrefaçon. Une temporalité qui peut prendre différentes formes, comme celle des grands événements sportifs avec des pics de demande explosifs et très courts, celle des ligues et des championnats avec un rythme qui suit le calendrier d'une saison sportive, mais également, celle de la pratique sportive elle-même avec des saisons spécifiques comme la saison de ski et la période des marathons, par exemple. Le principe, lui, est le même dans tous les cas. Les contrefacteurs, ils se calent sur ces différents pics de demande. Et pour commencer, nous avons un parfait exemple de ce pic dans sa forme la plus extrême avec la Coupe du monde et une saisie toute récente par les douaniers de Marne-la-Vallée de près de 2300 maillots contrefaisants portant atteinte aux droits de la fédération organisatrice des équipementiers et des équipes. Et le plus parlant donc dans cette affaire, c'est la méthode qui est suivie et qui illustre parfaitement notre collaboration chez Novagraph entre le online et le offline, car tout est parti de l'identification par les douanes d'un flux suspect lié au commerce en ligne. Et en moins d'une semaine, les douanes ont intercepté 1100 petits colis en provenance de Chine. Exactement, Élie. Et c'est la démonstration concrète d'une réalité que nous allons filer tout au long de ce webinaire, à savoir que le numérique et le terrain ne sont pas deux mondes séparés, mais les deux faces d'une même pièce. En effet, derrière un contenu contrefaisant détecté en ligne, nous avons un entrepôt et des produits envoyés par colis. Et à contrario, lors d'une saisie physique, un nombre important d'informations va permettre de remonter le réseau de vente en ligne. C'est précisément cette circulation de l'information entre les deux univers qui fait l'efficacité d'une stratégie moderne. Tout à fait. Aujourd'hui, nous nous efforcerons donc de vous montrer comment une stratégie anticipée, précontentieuse de lutte anti-contrefaçon, donc en ligne et sur le terrain, peut s'adapter au rythme du secteur sportif. Voyons donc notre agenda. Notre agenda aujourd'hui va se dérouler en 3 temps. Nous aborderons tout d'abord les risques de la contrefaçon, pour les titulaires des droits, les tendances notées et enfin la stratégie pouvant être mise en place pour lutter efficacement contre la contrefaçon. Commençons sans plus attendre avec les risques. Alors, nous avons tout d'abord les pertes financières avec des chiffres qui sont colossaux. La contrefaçon représenterait 15 du marché des articles de sport selon l'UNIFAB et un préjudice de plus de 850 millions d'euros par an, rien que dans l'Union européenne. Ce chiffre étant issu de la campagne presse de l'EIPO pour 2024, qui, rappelons-le, était une année particulièrement sportive au sein de l'Union européenne. Évidemment, donc, nous avons aussi l'image de la marque qui est en jeu, car elle devient associée à des réseaux criminels et des produits d'éventuelle moindre qualité. La tromperie du consommateur qui pense peut-être acheter un produit authentique alors que ce n'est pas le cas. Et des risques sanitaires. Nous avons par exemple des études qui montrent que des faux maillots peuvent contenir des colorants allergènes et même des métaux lourds comme le plomb. Ceci est d'autant plus préoccupant si l'on tient compte que le public est ici souvent jeune et donc plus susceptible de porter ces maillots contrefaits du fait de leur prix plus attractif.
Effectivement, et ces risques sont aujourd'hui démultipliés par des tendances de fond, en ligne tout particulièrement, et c'est le point que nous allons maintenant aborder. En ligne, le contrefacteur il dispose d'un terrain quasiment sans frontières. L'une des stratégies les plus courantes reste la tromperie par faux site. On a ainsi recensé près de 4300 faux noms de domaine réservés autour de la Coupe du Monde, imitant les sites officiels de la FIFA pour de la billetterie, du streaming ou des boutiques. S'agissant des ventes de produits contrefaisants, les listes officielles comme la watchlist de la Commission européenne et le rapport Notorious Market de l'USTR nous donnent la cartographie des lieux de vente. On y retrouve surtout les plateformes asiatiques de vente en gros, dont certaines saturées de répliques, ainsi que des plateformes de social commerce, les boutiques intégrées directement aux réseaux sociaux comme TikTok Shop. Côté européen, ces mêmes produits réapparaissent sur les plateformes de seconde main et de petites annonces entre particuliers où le faux se fond dans l'offre légitime d'occasion. Le phénomène est à prendre très au sérieux. La seconde main est devenue un canal de blanchiment de la contrefaçon puisque plus d'un tiers des saisies françaises de 2024 portaient sur des articles présentés comme reconditionnés ou d'occasion. Un mot sur le cybersquatting dans sa version sportive, car le schéma se répète inlassablement. Les fraudes détournent les marques des clubs, d'équipementiers et d'événements en jouant sur la typo-squatting et les homoglyphes en réservant les noms de domaine. Puis montent des faux sites qui se font passer pour des boutiques officielles qui cassent les prix. Ils créent ces sites, les exploitent quelques semaines, puis les abandonnent et recommencent au rythme des compétitions. J'ajoute un point technique qui a son importance opérationnelle. Ces noms de domaine frauduleux laissent souvent des traces avant même d'être actifs. L'émission d'un certificat SSL, par exemple, l'activation d'enregistrements de DNS ou la configuration de serveurs de messagerie sont autant de signaux faibles. Une surveillance bien calibrée ne se contente donc pas de constater le faux site une fois en ligne, elle va détecter leur préparation, ce qui nous laisse le temps d'agir avant le premier euro encaissé par le fraudeur. Et gardez en tête un point important, un fraudeur, il enregistre un nom de domaine et monte un faux site en quelques minutes, là où un retrait va demander plusieurs heures, parfois des jours, et on ne gagnera donc jamais à la seule course à la réaction. Par ailleurs, il faut retenir une chose, la fenêtre de risque s'ouvre des mois avant le coup d'envoi de l'événement. La vraie efficacité se joue donc en amont, surveiller les schémas d'enregistrement, repérer les vagues de dépôt qui précèdent une compétition et bloquer en préventif les variantes les plus sensibles. Mieux vaut fermer la porte avant que le faux site n'ouvre que courir derrière une fois qu'il est encaissé. Oui, et nous avons d'ailleurs un exemple spécifique, n'est-ce pas Marc? Tout à fait. Nous allons parler d'un cas documenté par la presse française pour illustrer mon propos, même s'il n'était pas forcément lié à un événement sportif. Ces de faux comptes sur un grand réseau social usurpaient l'identité d'une ancienne d'article de sport bien connue et promettaient les produits d'une marque outdoor à moins de 2 €, le tout renvoyant vers un faux site de liquidation. Le scénario, il était parfaitement rodé et il vaut la peine qu'on le décortique et qu'on en décortique la mécanique car on le retrouve très souvent. Donc, première étape, l'usurpation. On emprunte la notoriété d'une enseigne reconnue pour inspirer la confiance. Deuxième étape, l'appât, un produit désirable à un prix dérisoire, en l'occurrence moins de 2 €, est présenté comme une astuce internet révélée par un prétendu ancien employé. Troisième étape, la crédibilisation, avec des faux avis massivement likés et de faux profils qui vont donner l'illusion d'une offre éprouvée. Et quatrième étape, la captation avec un micro-paiement qui va amorcer la transaction. Mais l'objectif réel est ailleurs, ça va être la récupération des données bancaires. C'est ce que j'appelle un peu la double peine du fake shop, contrefaçon et atteinte à l'image pour la marque et fraude aux données pour le consommateur. Et c'est pourquoi la marque a tout intérêt à agir vite, même quand le préjudice commercial direct semble faible. Ici, ce n'est pas son chiffre d'affaires qui est attaqué, c'est sa réputation qui va servir d'appât. Tout à fait. Et les menaces, elles évoluent en permanence, hein. On voit exploser le live selling, par exemple. Est-ce que tu peux peut-être nous en parler? Alors bien sûr, le live selling, c'est du contenu éphémère et des transactions qui vont se finaliser hors plateforme, souvent sur des messageries privées. Alors notre défi majeur dans ces cas-là, c'est capturer la preuve avant qu'elle ne disparaisse. Pour vous donner un ordre de grandeur de cette bascule vers le social commerce, on comptait plus de 22 millions d'abonnés à de faux comptes de marque, en hausse de 20% sur le seul premier semestre 2024.
Le live selling mérite qu'on s'y arrête car il cumule toutes les difficultés. Alors, une démonstration de produit en direct, un compte recréé en continu, des stories qui expirent au bout de 24 heures, puis un paiement par un lien externe ou en messagerie privée hors du radar de la plateforme. Généralement, quand on arrive et quand on a détecté ce contenu, l'annonce a disparu, le compte a changé de nom et la transaction n'a laissé aucune trace publique. Donc, une conséquence opérationnelle qui est simple, c'est que la preuve doit être capturée immédiatement par des captures horodatées. Et pour des dossiers à fort enjeu, on peut envisager un constat de commissaire de justice. C'est un réflexe qui est intégré dans votre procédure de veille. Ce n'est pas juste une option, parce qu'une preuve fragile ou tardive peut suffire à faire échouer une action par la suite. Mieux vaut un constat solide réalisé le jour même qu'une capture contestable produite 3 semaines plus tard. Mais un point rassurant, même quand le contenu disparaît vite, il reste presque toujours 2 traces. Alors, d'abord le paiement, qui renvoie à un prestataire que l'on peut identifier. Ensuite, l'étiquette d'expédition. Quand on réalise un achat test, cette étiquette, elle va nous donner une adresse bien réelle. Autrement dit, c'est la vitrine qui disparaît, mais la mécanique commerciale, elle reste en place. Et c'est justement sur cette mécanique que nous allons nous appuyer pour identifier le vendeur. J'y reviendrai dans un instant. Merci Marc. Voilà, donc tous ces produits vendus en ligne, ils ont, eux, un parcours physique bien réel. On estime d'ailleurs qu'environ 65% des saisies de petits colis sont le résultat d'un achat en ligne. Donc, comme on m'indiquait en introduction, la contrefaçon est liée à des réseaux criminels. L'Europol en a recensé dans un rapport de 2024 31 organisations criminelles opérant dans la contrefaçon au sein de l'Union européenne. Et ces réseaux criminels ont intégré la contrefaçon à leurs activités au même titre que le trafic de drogue, d'armes et d'êtres humains. Ceci en raison des profits plus élevés que représente la contrefaçon et du moindre risque encouru pour eux. La logistique empruntée pour la contrefaçon est d'ailleurs comparable à celle de ces autres trafics, ce qui nous amène maintenant à la question des flux, tels qu'illustrés sur la carte que vous voyez, reprise du plan national anti-contrefaçon 2024-2026 des douanes françaises. Donc, s'agissant des flux, nous notons que la Chine tient encore la première place parmi les pays de production de contrefaçon, bien que d'autres régions y contribuent aussi, en particulier en Asie de l'Est, comme vous le voyez. Le rapport des douanes françaises mentionne aussi la Turquie en tant que l'un des principaux pays sources de contrefaçon à destination de l'Union, notamment pour le textile. Et ces produits donc entrent ensuite en Union européenne via l'Europe de l'Est et les grands ports européens. S'agissant des vecteurs d'acheminement, les méthodes se diversifient, elles, constamment. Selon le rapport national des douanes françaises, le maritime resterait la voie royale pour les gros volumes d'Asie entrant au sein de l'Union européenne. Le routier est une menace qui monte, en particulier depuis la Turquie. Et bien sûr, l'aérien qui explose avec l'e-commerce et l'envoi de milliers de petits colis fragmentés, comme l'attestent d'ailleurs les 1100 colis saisis que nous avons vus en introduction. D'ailleurs, on a un autre exemple, toujours en lien avec l'actualité et qui illustre aussi encore d'autres tendances en matière de contrefaçon d'articles de sport, avec un cas relayé par la presse d'une saisie par les douanes de Hong Kong de 230 000 articles contrefaisants interceptés aux frontières entre la Chine et Hong Kong. Oui, tout à fait. Parmi ces articles, 30 000 maillots sont saisis, de même que des ballons de foot, chaussures de sport et autres articles. Et près de 80% de ces marchandises étaient destinées au continent américain et particulièrement aux pays qui accueillent actuellement la Coupe du Monde. Donc, ceci illustre une stratégie claire de ciblage massif des marchés dans lesquels se déroule un événement sportif pour inonder la demande locale. Et ce qui a un autre point intéressant dans cette saisie, c'est la diversification des produits, puisqu'au milieu de tous ces produits sportifs, les douaniers ont trouvé aussi des produits de luxe. Donc, ceci révèle peut-être une intention des contrefacteurs de toucher finalement plus largement l'écosystème touristique autour des événements en question. Maintenant que le décor est planté, passons à la partie qui est sûrement la plus attendue. Comment construire une stratégie de protection réellement efficace? Alors, la base de toute stratégie sera d'abord un portefeuille de droits de propriété intellectuelle qu'on peut dire pensé pour le combat. Exactement. Et cela se construit en 4 étapes logiques, comme on le voit donc sur la slide. On identifie tout d'abord les produits à protéger et leurs caractéristiques distinctives. Donc, il s'agira de l'équipement sportif à protéger,
que ce soit le maillot d'une équipe, une chaussure signature d'un joueur ou le design d'un sac de sport. Sans oublier aussi la marchandise dérivée susceptible d'être vendue, telles que les casquettes, porte-clés, écharpes, etc. Ensuite, il conviendra d'identifier les caractéristiques protégeables de ces produits et on pensera bien sûr donc à la marque verbale, au logo. Mais il est crucial de ne pas oublier un design spécifique ou la forme tridimensionnelle d'un produit, car nous nous confrontons de plus en plus à des situations en fait où le produit de contrefaçon est expédié nu, donc sans la marque habituellement apposée, et celle-ci est ensuite reproduite sur le produit directement dans le territoire de destination, dans un territoire plus proche de celui-ci. En deuxième lieu, on définit la couverture géographique des droits. On pense ici à protéger les marchés de vente, évidemment, de même que les lieux où se tiennent les événements sportifs du domaine considéré. Il est possible aussi de considérer des protections complémentaires dans les pays de production et les grands hubs logistiques afin de pouvoir intercepter des marchandises dans ces pays-là, donc dans les pays de production et de transit des marchandises de contrefaçon. Et ici, une considération stratégique peut déjà entrer en jeu en déterminant dès à présent les territoires parmi ceux envisagés qui bénéficient de dispositifs efficaces de lutte anti-contrefaçon qui sont mis à la disposition des titulaires des droits. Et là, je pense bien sûr aux nombreux territoires qui bénéficient d'un système spécifique de demande d'intervention douanière ou d'enregistrement des droits de propriété intellectuelle dans la base de données des douanes locales et qui permet de renforcer les actions localement avec une coopération optimisée entre les autorités et les titulaires des droits. Et d'ailleurs, tenant compte qu'il est généralement nécessaire qu'une marque soit enregistrée pour pouvoir être défendue par les douanes, la protection des actifs immatériels dans un territoire considéré doit être pensée bien en amont. Troisième étape, nous évaluons la pertinence de chaque droit au sein d'un territoire donné. En France, nous avons la chance de pouvoir invoquer la quasi-totalité des droits de pays auprès des autorités, mais il n'en est pas de même au niveau mondial. Aux États-Unis, par exemple, seules les marques et le copyright pourront être enregistrés auprès du CBP, qui est le bureau des douanes américain. Autre exemple, en Chine, si les marques, dessins et modèles et copyright peuvent être aussi enregistrés auprès des douanes, pour remonter une filière et agir directement à la source, l'action la plus percutante sera peut-être un raid mené avec l'AMR, qui est l'autorité de régulation du marché. Or, dans un tel cas de figure, une marque sera beaucoup plus efficace qu'un copyright. Donc, pour conclure, tous les droits de propriété intellectuelle ne se valent pas selon votre territoire et selon l'action considérée. Et il me semble que c'est pareil en ligne, n'est-ce pas, Marc? Oui, je te le confirme. Pour bénéficier des procédures de retrait automatisé des plateformes, une marque enregistrée sera la clé d'entrée indispensable et pensez actionnabilité dès le dépôt. C'est-à-dire qu'un titre clair avec un visuel net du produit accélère considérablement les retraits sur les plateformes et les procédures sur les noms de domaine. Un examinateur ou un prestataire qui identifie l'atteinte en un coup d'œil va traiter votre dossier beaucoup plus rapidement. Et quatrième et dernière étape, enfin, trop souvent, l'angle mort de ces portefeuilles, c'est le volet digital. Pensez à déposer vos noms de domaine stratégiques et leurs variantes évidentes, s'il le faut, les fautes de frappe classiques, les homoglyphes sur les extensions sensibles et notamment le .com. Inscrivez vos marques aussi à la Trademark Clearing House. Elle ouvre l'accès aux périodes d'enregistrement prioritaires, les fameuses Sunrise, et aux services d'alerte claims sur les nouvelles extensions. Pour les marques qui sont le plus exposées, il existe aussi des mécanismes de blocage préventif qui vont empêcher purement et simplement l'enregistrement de votre marque par des tiers sur des centaines d'extensions pour un coût bien inférieur à celui des dépôts défensifs en masse. Et ne négligez pas la sécurisation de vos propres noms de domaine. On pense à un verrou sur le registrar, un bureau d'enregistrement professionnel aussi, ça c'est important, une surveillance de votre zone DNS. Et tout cela peut vous éviter les pires scénarios, celui où c'est votre nom de domaine officiel qui se retrouve détourné. Donc, un portefeuille prêt au combat, c'est donc aussi un périmètre digital qui est verrouillé en amont. Oui. Et une fois donc que ce portefeuille des droits est construit et les différentes particularités sont maîtrisées, il est possible d'activer les droits sur le terrain
Et c'est là que les douanes, pour nous, deviennent un véritable partenaire, c'est-à-dire dans les territoires où un dispositif de surveillance douanière existe. L'information clé à noter ici, c'est qu'il sera toujours plus efficace et moins coûteux d'intercepter les marchandises au moment où elles entrent dans un territoire, quand elles sont regroupées, et donc d'agir comme un bouclier à la frontière. En Union européenne, c'est le rôle de la demande d'intervention douanière, fondée sur le règlement 608/2013, qui permet de bloquer les marchandises aux frontières des 27 États membres. Et cet outil est d'autant plus puissant puisqu'il est possible d'ouvrir l'accès aux différentes informations de vos dossiers également aux autorités de police des États membres, ce qui renforce donc encore plus votre dispositif de lutte anti-contrefaçon. La France, elle nous offre un outil supplémentaire avec la demande d'intervention douanière fondée sur le Code de propriété intellectuelle, qui permet aux douanes d'agir à l'intérieur même du territoire français pour les marchandises déjà en libre circulation. L'intérêt stratégique est évidemment de combiner les deux pour créer un véritable filet de sécurité à 2 niveaux. Une fois que l'aide des douanes a été sollicitée avec les demandes d'intervention et les enregistrements locaux dans les différents pays d'intérêt, il est important ensuite de devenir un véritable contact identifié pour les douanes. Ceci se passe par le biais de la documentation et de la richesse des renseignements que vous leur fournissez, ainsi que par le biais de la formation des agents douaniers. Donc, vous l'aurez compris, la stratégie s'anticipe et l'importance, elle est très concrète, puisque une demande d'intervention douanière en place vous permet d'avoir 10 jours au sein de l'Union européenne pour agir en cas de saisie. Si vous ne mettez pas en place cette demande d'intervention douanière, ce délai est courté à seulement 3 jours en cas de saisie, avec des démarches administratives à faire en urgence. Et dans le secteur du sport, cette anticipation est d'autant plus critique lorsque l'on tient compte de la durée d'une compétition et de certains pics de vente pour les titulaires des droits. Ce besoin d'anticipation se retrouve d'ailleurs en ligne également, n'est-ce pas, Marc? Oui, tout à fait. Il est crucial de déployer une surveillance en ligne intelligente et continue. Comme vous voyez sur la slide, elle s'articule en 4 temps: sécuriser, surveiller, retirer, identifier. Alors, tout d'abord, sécuriser, il s'agit de sécuriser vos droits de propriété industrielle qu'il convient d'enregistrer auprès des programmes de protection des grandes plateformes. C'est un prérequis qui est souvent négligé et sans dossier de droit à jour chez ces grandes plateformes, vos signalements perdent en vitesse et en efficacité. Surveiller ensuite et en continu. Alors, qu'est-ce qu'on surveille? On surveille les marketplaces, les réseaux sociaux, les messageries, les nouveaux enregistrements de noms de domaine, les faux sites. On peut surveiller aussi les certificats SSL qui vont trahir parfois la préparation d'un faux site avant même sa mise en ligne, et ce, avec une intensité calée sur le calendrier événementiel, car la fenêtre de risque, elle va s'ouvrir des mois avant le coup d'envoi. Ensuite, retirer avec un arsenal à 2 étages. Donc, d'abord, le cadre légal. On a la notification à l'hébergeur, considérablement renforcée par le DSA et son mécanisme de notice and takedown, qui impose désormais aux plateformes des obligations de traitement et de motivation de leurs décisions. Et pour les acteurs qui, comme nous, disposent du statut de signaleur de confiance, les signalements sont traités en priorité en souvent 24 à 48 heures. Les outils des plateformes ensuite, les programmes automatisés des principales marketplaces qui revendiquent jusqu'à 99% d'atteintes en moins pour les marques inscrites, avec des mécanismes de blocage proactifs avant même la mise en ligne des annonces. Et pour les noms de domaine, il y a les procédures extrajudiciaires, l'UDRP pour les extensions génériques, les CIRELI ou par l'expert pour le .fr par exemple auprès de la FNIC, ou une demande de suspension directement auprès du bureau d'enregistrement en cas d'abus manifeste. Le bon outil va dépendre du cas d'espèce. Un faux site marchand actif ne se traite pas comme un enregistrement normand. Enfin, quatrième point, identifier, c'est identifier le vendeur par 3 voies complémentaires. Donc, le DSA va nous offrir un levier nouveau et puissant avec le Know Your Business Customer. La marketplace, elle doit désormais collecter, vérifier et afficher l'identité de ses vendeurs professionnels, savoir les noms, les adresses et l'immatriculation. L'achat-test ensuite, donc la marchandise et son étiquette d'expédition, elle révèle souvent l'identité et l'adresse réelle du vendeur. Et enfin, la voie judiciaire, donc par requête sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ou en référé pour obtenir les données d'identification auprès de l'hébergeur, de la plateforme ou du bureau d'enregistrement. Donc, j'insiste sur ce point, identifier, c'est ce qui va permettre de passer de l'écopage au démantèlement. Tant qu'on retire des annonces sans identifier le vendeur, il republie.
Une fois identifié, on peut agir sur la personne. Mise en demeure, action judiciaire, transmission du renseignement au terrain, donc à Ellie chez nous, et nous y reviendrons dans un instant avec le cercle vertueux. Deux réflexes transverses pour conclure sur ce point. Donc, suivre l'argent, c'est-à-dire qu'on va signaler les vendeurs aux prestataires de paiement et on va chercher à démonétiser leur publicité auprès des régies et viser les nœuds du réseau. Donc, viser les grossistes, les ateliers, les récidivistes, plutôt que l'annonce isolée. 10 retraits chez un grossiste valent mieux que 100 annonces retirées chez un vendeur occasionnel. Et le tout, il va être piloté avec des indicateurs simples, volume retiré, délai de retrait, taux de réapparition, vendeur identifié. Et tout ça, c'est ce qui va transformer une dépense de protection en investissement mesurable. Et c'est exactement ce qui nous amène à la question du budget. Oui. Le budget, c'est bien la problématique commune à tous les titulaires de droit, tous secteurs confondus, car les coûts peuvent s'avérer significatifs en matière globale de lutte anti-contrefaçon. Donc l'idée ici est de vous montrer qu'il est possible de calibrer une stratégie dans une perspective de maîtrise des coûts. Il est possible tout d'abord de limiter intelligemment les territoires dans lesquels vous allez concentrer vos efforts sur une période donnée et adapter la stratégie selon les volumes saisis et les données collectées durant cette période. Notez que même au sein de l'Union européenne, si vous invoquez donc même des droits qui ont un effet unitaire au sein des 27 États membres, vous pouvez toujours concentrer vos efforts sur une partie de ceux-ci, en vous focalisant par exemple sur les États membres qui sont aux frontières de l'Europe de l'Est et ceux qui disposent d'un grand port. Certains outils vous permettent aussi de paramétrer votre stratégie tout en restant efficace. Donc toujours en Union européenne, la demande d'intervention douanière peut s'articuler autour de typologies de produits. Et il est possible de fixer des seuils de quantité en dessous desquels vous informez les douanes que vous n'agirez pas. Donc, on peut imaginer que ces seuils peuvent varier selon le produit considéré, avec des quantités supérieures pour des produits de moindre intérêt pour le titulaire du droit et des quantités inférieures, des seuils inférieurs pour les produits plus demandés. Enfin, les outils comme la procédure des petits envois permettant la destruction ex officio de petites quantités saisies ou la destruction simplifiée qui permet la destruction des marchandises contrefaisantes sans passer par le judiciaire sont également des moyens que nous préconisons en matière d'intervention douanière. Attention toutefois aux frais de stockage et de destruction des contrefaçons qui sont pour le moment applicables dans certains États membres et qui dépendent de plusieurs facteurs, ce qui complique l'exercice en termes de prévisibilité des coûts. Tous ces choix stratégiques évoqués à l'instant doivent être inclus dans la demande d'intervention douanière, qu'il est possible de mettre à jour, comme on l'a déjà expliqué. Mais il est également conseillé de communiquer tous ces choix stratégiques activement auprès des douanes dans le cadre de formation douanière pour vous assurer que la stratégie que vous souhaitez soit entendue un maximum. En ligne, même logique, on va pouvoir échelonner l'effort, commencer par les outils gratuits que proposent les grandes marketplaces. Puis pour certains événements, on va pouvoir mandater un prestataire pour absorber le volume autour de l'événement en priorisant bien sûr les actions à fort levier. Et n'oubliez pas deux leviers quasiment gratuits. Tout d'abord, la mutualisation. Autour d'un événement, les clubs, les équipementiers, les organisateurs vont partager les mêmes contrefacteurs, les mêmes filières et parfois les mêmes annonces. Ensuite, la sensibilisation et en ciblant en priorité le jeune public, des chiffres pour illustrer mon propos. Environ 10% des 15-24 ans ont déjà acheté de faux équipements sportifs et 23% des 15-18 ans ont acheté un faux en ligne. Ce sont les premiers acheteurs assumés de contrefaçon en ligne et c'est donc là que l'éducation, comme la campagne Play Fair de l'EIPO, a le plus d'impact. Nous en arrivons maintenant au point essentiel, une bonne stratégie de protection contre les contrefaçons, qui est la création d'un cercle vertueux entre le en ligne et le terrain. L'idée fondamentale est que la donnée collectée en ligne, elle va devenir un véritable outil de renseignement pour les actions sur le terrain. Prenons l'exemple des maillots à bas prix expédiés depuis la Turquie, précédemment évoqué.
Si notre surveillance en ligne, elle montre que ces vendeurs expédient massivement vers, par exemple, l'Allemagne ou la Belgique, via un transporteur précis, alors on va utiliser cette information qui a une valeur immense. Elle va nous permettre d'ajuster notre stratégie sur le terrain. Exactement. Dans ce cas de figure, nous allons pouvoir ajuster le scope territorial de la stratégie, prioriser la formation des agents douaniers dans les territoires pertinents et même affiner la demande d'intervention avec des informations précises sur les routes et les expéditeurs. Et bien sûr, nous pourrons faire intervenir nos correspondants locaux pour remonter la filière et agir à la source. Et pour compléter, le cercle il fonctionne aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'une saisie douanière ou une intervention de la police, elle va nous livrer des informations très précieuses sur un vendeur qu'on va pouvoir réutiliser pour retrouver et démanteler toute sa présence en ligne en remontant la piste de ses différents comptes et sites. Et à chaque tour de ce cercle va enrichir le suivant, comme par exemple un transporteur qui va être identifié sur le terrain, qui va devenir un critère de surveillance en ligne, ou par exemple un compte démasqué en ligne qui va orienter la prochaine saisie. Et au fil des événements, vous ne repartez jamais de zéro, vous capitalisez sur une connaissance fine des réseaux. Et cette synergie, elle transforme une simple stratégie de protection en stratégie de renseignement, et c'est à nos yeux votre arme la plus puissante. Et c'est aussi la plus rentable. Chaque donnée va être réutilisée d'un canal à l'autre, du online au offline, et c'est souvent une action évitée, un budget économisé, une filière qui va être touchée plus haut dans la chaîne. Et le renseignement, c'est précisément ce qui fait baisser le coût unitaire de la protection au fil du temps, là où la réaction au coup par coup, elle ne fait que la maintenir. Merci. Donc voilà pour ce tour d'horizon. Nous espérons vous avoir convaincu que si les outils que nous avons décrits tout au long de ce webinaire sont souvent les mêmes d'un secteur à un autre, leur déploiement dans le sport suit quant à lui un rythme, le rythme des événements sportifs qui impose une urgence dans l'action. Et notre réponse à cette urgence, c'est l'anticipation et la collaboration entre le online et le offline. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus sur nos solutions, n'hésitez pas aussi à vous connecter via le formulaire en ligne de notre site internet novagraph.com. Nous serons ravis d'auditer votre dispositif de lutte anti-contrefaçon actuel et de vous faire profiter d'une démonstration gratuite de notre solution de surveillance des marques en ligne qui couvre 6 modules, les réseaux sociaux, les marketplaces, les noms de domaine, les contenus web, les applications et enfin les annonces payantes. En tout cas, un grand merci pour votre attention. Vous recevrez sous peu un email vous permettant de visionner le webinaire à votre convenance ainsi que la présentation PowerPoint. Et n'oubliez pas de vous inscrire à nos prochains webinaires sur la mode et les boissons alcoolisées. Les inscriptions sont déjà ouvertes sur notre site et nous serons ravis de vous y retrouver. Nous sommes maintenant disponibles pour répondre à vos questions. Oui. Alors, première question. Vous avez dit que les coûts peuvent être significatifs pour les marques. Cette stratégie est-elle gérable pour les petits budgets? Élie, tu te colles à la réponse? Oui, tout à fait. Donc oui, cette stratégie est gérable pour les petits budgets. Donc on l'a déjà dit, mais je le souligne ici également. Alors peut-être qu'on ne l'a pas évoqué pour les demandes d'intervention douanière, mais les demandes d'intervention douanière en France et en Union européenne, elles sont gratuites. Pour autant, cela ne signifie pas que tout le processus en cas de saisie l'est. Puisque dans certains États membres de l'Union européenne, vous allez avoir, comme je le disais, des frais de stockage et de destruction des marchandises qui vont être appliqués. En France, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, il y a des discussions pour faire évoluer ce point au niveau de l'Union européenne pour que ce soit plus en faveur des titulaires des droits. Mais voilà, pour le moment, il est encore important de penser stratégie pour calibrer votre demande d'intervention douanière dans une perspective de maîtrise des coûts.